La théorie du genre existe peut-être et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le pape François ou les détracteurs de cette notion qui continue à faire polémique médiatiquement au fur et à mesure qu'elle se solidifie scientifiquement. Vient en effet de paraître une encyclopédie critique du genre de plus de 740 pages, regroupant 80 auteurs pour 66 contributions. C'est paru aux éditions La Découverte et c'est sous votre direction, Juliette Rennes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'EHESS et pour discuter avec vous, un autre chercheur à l'EHESS, Gianfranco Rebuccini. Vous êtes anthropologue, vous, et vous avez fait votre thèse sur les masculinités au Maroc. Bonjour également. Bonjour. Alors, je l'ai évoqué en introduction, cette nouvelle sortie du pape François sur la théorie du genre qui se diffuserait dans les manuels français. Pape François qui est suspect ni de bêtises ni d'inculture. Pourquoi est-ce qu'on continue à confondre théorie du genre et étude de genre ? Juste, je voulais ajouter que Gianfranco Rebuccini est aussi dans l'équipe éditoriale du il est livre. membre du comité scientifique éditorial. Et pourquoi on continue à confondre théorie du genre et étude de genre? Parce que sans doute ça arrange un certain nombre de personnes de résumer 40 ans de recherche collective, d'enquêtes empiriques, de travaux qui sont également théoriques. Il y a du travail théorique dans les études de genre à une théorie ou une idéologie du genre, comme on dit en Italie, comme le disent les anti-genres en Italie, et d'occulter toutes les recherches collectives qui ont été faites pour montrer et documenter comment fonctionnent les inégalités entre les sexes, la hiérarchie entre les sexualités dans nos sociétés, et essayer d'ouvrir d'autres possibles. Moi, je pense aussi que le pape a aussi marqué un point de justesse quand il parle de théorie du genre, en disant, en reconnaissant à tout le travail qui a été fait, le caractère de destruction des lieux communs qui peuvent y avoir. Donc, la théorie du genre, ce n'est pas justement la description de comment ça marche, les rapports entre les hommes et les femmes, mais a aussi une visée politique qui fait peur au pape François, évidemment, et c'est pour ça qu'il attaque cette théorie du genre, parce qu'effectivement, il a raison d'avoir peur politiquement de ce qu'il lui il appelle la théorie du genre, mais qu'en effet, on peut appeler étude de genre ou les théories du genre, parce qu'il y a plusieurs théories qui existent dans le champ qui est très large et très varié, effectivement, de ces études. Effectivement, il n'est pas inutile pour un peu comprendre l'étendue ou le champ des études de genre de citer quelques entrées de cette encyclopédie critique. Il y a à la fois des items qu'on peut attendre comme parenté, prostitution ou inéacquis, mais on peut lire aussi affect, animal, drague et performance, drague écrit DRAG, espace urbain, internet, mondialisation, nation. Comment est-ce que vous avez défini? Est-ce que c'est pas un peu hétérogène? Alors, c'est le résultat d'un long travail en amont, avant même de contacter les auteurs, donc les 80 contributrices et contributeurs de cet ouvrage collectif. On a essayé d'identifier un ensemble très vaste de concepts, de domaines et d'objets. On est arrivé à 400 termes à peu près qui circulent et qui ont été soit des néologismes inventés par des chercheurs et des chercheuses dans ce champ-là, soit des domaines qui ont été revisités par ces travaux. Et ensuite, on a essayé de découper de façon peut-être un peu inattendue pour certains termes, et vous l'avez dit, il y a des termes qui sont plus attendus, même s'ils ont été beaucoup renouvelés ces 15 dernières années par les enquêtes. Mais on a aussi cherché à prendre des entrées un peu inattendues pour inviter les contributeurs et les contributrices à renouveler aussi leur propre rapport à l'objet. Par exemple, revisiter, non pas faire une entrée cinéma, mais faire une entrée regard et culture visuelle pour donner à voir justement tous les travaux sur les rapports de genre à travers le cinéma, la peinture et les rapports aussi de race, parce qu'on a essayé d'articuler, on en reparlera, ces deux questions. Et l'un des fils conducteurs de la liste était de partir des transformations saillantes de ces 15 dernières années,
avec l'idée qu'on est vraiment un ouvrage qui existe dans un paysage éditorial en complémentarité avec d'autres, que ce n'est pas un manuel d'études de genre, qu'il y a des manuels auxquels on se réfère et auxquels on renvoie le lectorat. Mais par exemple, si je prends ce que j'ai cité, mondialisation ou nation, vous confiez ça à quoi, à des spécialistes de ces questions? Enfin, comment, par exemple, sur ces deux items, qu'est-ce que ça a à voir avec les études de genre? À qui vous confiez ça? Comment vous traitez ça? Parce que ça pourrait mériter encore plus qu'une encyclopédie de 740 pages. Oui, par exemple, Milena Jaksic, qui a fait l'entrée mondialisation, a travaillé sur la traite des êtres humains dans le monde au prisme des rapports de genre et la question de la traite des femmes. L'idée, c'était de montrer aussi, à travers une entrée comme celle-là, comment les études de genre aussi se sont elles-mêmes globalisées par leurs objets de recherche, c'est-à-dire ce qu'on a appelé un concept qui circule, qui est un des concepts qu'on retrouve dans plusieurs entrées, qui est la chaîne globale du care, le fait que le travail de soins et de care ne peut être pensé qu'à l'échelle internationale et en pensant la domination entre des femmes, par exemple blanches, occidentales, qui font travailler pour elles, qui font garder leurs enfants par des femmes migrantes, qui permettent donc que penser l'émancipation des femmes dans certains pays implique aussi de penser certains types de domination dans d'autres et des trajectoires migratoires. Donc ce concept-là est un concept assez représentatif du champ de recherche des études de genre dans les 15 dernières années, qui oblige à repenser la mondialisation sous ce prisme des rapports de genre. Et puis aussi, parce qu'il y a aussi les études de genre et des sexualités ne peuvent plus faire l'économie de penser globalement les circulations qui existent entre, par exemple, les catégories qui se diffusent pour définir, pour parler de certaines configurations dans les rapports de genre, par exemple entre les relations hommes-femmes, le gender mainstreaming qui est pris par les organisations. Mainstreaming, il faut expliquer ce que c'est. C'est une politique globale, justement, des organisations internationales qui proposent l'entrée par les femmes pour le développement. C'est-à-dire que le développement passerait de façon privilégiée par les femmes. Oui, on a beaucoup dit du microcrédit. Le microcrédit, tout ça. Ça, c'est le gender mainstreaming, c'est-à-dire de rendre le genre, surtout la question des femmes, une question principale dans les politiques de développement. Donc, penser ça veut dire aussi penser d'une façon globale à la question des rapports hommes-femmes, à la question des rapports de genre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qui les études de genre prennent à bras le corps aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a voulu faire, trouver des entrées qui étaient en quelque sorte des entrées qui étaient bons pour aujourd'hui, mais bons aussi pour un certain temps, si on peut le dire. Qui puissent rester. Voilà. Et avec l'idée aussi, c'est-à-dire les consignes aux auteurs, les obliger à aborder à l'intérieur de chacune des entrées un certain nombre de concepts pour que le lectorat ne soit pas perdu en attendant des termes habituels, pourquoi il n'y a pas une entrée féministe, pourquoi il n'y a pas, etc. Et donc là, c'est des choses qu'on a voulu distribuer pour ne pas aussi refaire des travaux de référence qui ont été faits il y a 15 ans et qu'on continue à utiliser. Mais alors, quand on vous entend, on a le sentiment que ça sert à déconstruire des choses toutes faites. Par exemple, la manière dont les ONG ciblent les femmes. Vous dites que c'est une encyclopédie critique. C'est une encyclopédie critique de quoi? Est-ce que c'est que de la déconstruction là, qu'on fait pendant ces 740 pages? Le vocable de critique, on nous a demandé si c'était pour attirer des anti-genres qu'on avait donné le titre d'encyclopédie critique du genre. Je pense qu'on ne va pas les Vous l'avez envoyé au pape François ou pas encore? On ne va pas les supposer si naïfs. En fait, il y a l'inscription de cet ouvrage dans une tradition critique qui est celle de la formation de ce champ de recherche, qui s'est d'abord appelé, avec des termes plus visiblement politiques, études féministes, études sur les rapports sociaux de sexe, il y a une trentaine et puis quarantaine d'années, et qui ont, avec le terme de genre qui s'est peu à peu imposé en France dans les années 2000, avec cette idée, comme l'a dit Gianfranco tout à l'heure, que les études de genre ne sont pas là pour seulement décrire les rapports entre les sexes, et le fait même
ni simplement montrer qu'ils sont socialement construits, ce qui est l'objectif de tout travail de sciences sociales, mais aussi avec une optique qui est celle aussi de la sociologie critique, de dévoilement, c'est-à-dire de montrer que ce qui semble aller de soi est aussi l'objet d'un rapport social. On peut peut-être prendre quelques exemples pour pas rester dans ces généralités, mais là aussi, dans le choix des notices, on a pris des termes qui sont rentrés seulement récemment dans le champ des sciences sociales, comme la notion de voix, de taille, de poids. Il y a des entrées, voix, taille, poids, et ça, c'est pas des données naturelles ? Et ce qui nous a intéressés, c'est qu'est-ce que les sciences sociales ont à dire, et le prisme du genre a fait partie avec d'autres éléments, d'autres outils d'enquête des sciences sociales, cet outil a contribué à faire entrer dans le champ des sciences sociales des éléments qui étaient réservés ou qui étaient la chasse gardée des sciences du vivant. Et l'idée de toute une série d'éléments qu'on a, comme la voix, la taille, le poids, ou la pilosité, on n'a pas fait d'entrée de pilosité, mais c'est un terme qui parcourt plusieurs entrées, sont des caractères sexuels secondaires, donc ce n'est pas l'objet des sciences sociales, a été mis en question par des enquêtes qui montrent que, eh bien oui, pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes, pourquoi les femmes sont plus anorexiques, par exemple, bon ça semble plus évident, mais pourquoi tous ces éléments-là, pourquoi les écarts de voix entre les sexes sont de moins en moins importants alors qu'il était beaucoup plus il y a un siècle et demi, et pourquoi les enfants avant la puberté apprennent à imiter les voix de leur sexe d'appartenance, sont des phénomènes sur lesquels les sciences sociales ont des choses à nous dire. Alors est-ce que vous pouvez me préciser, parce que ça c'est quand même quelque chose qui ne va pas de soi, hein, quand on n'est pas baigné dans les études de genre, en quoi justement les différences qui existent quand même, c'est-à-dire qu'elles sont visible, entendable, entre la voix, la taille, même les organes génitaux, puisque vous incluez ça des hommes et des femmes. Est-ce qu'on comprend bien qu'il puisse y avoir une construction sociale partielle? Est-ce qu'on peut délimiter ce qui est de la construction sociale et ce qui est du donné naturel? Justement, les études contemporaines montrent qu'il n'y a pas cette division complètement étanche entre les études de sciences de la vie et les études de sciences sociales. Il y a par exemple l'entrée innée-acquis qui est fait par un généticien, si je ne me trompe pas, qui montre bien que la génétique n'est pas forcément immune d'une vision, d'un regard par les sciences sociales et inversement. C'est-à-dire que la notice taille, par exemple, de Priscille Touraille, qui est une anthropologue biologique, de physique, montre que les études sur l'évolution peuvent expliquer certains phénomènes qui, on dirait, seulement biologiques, comme la différence de taille entre les hommes et les femmes. Et que l'évolution de l'humain, des humains, a été impactée, a été influencée grandement par l'organisation sociale de cette espèce qui est une espèce sociale, une espèce animale qui est une espèce sociale, et qui donc, la différence de taille a été, dans l'évolution de cette espèce, grandement influencée par le caractère social de l'espèce même. Et notamment par les normes de conjugalité, voilà, et la sélection socio-sexuelle qui fait que le modèle homme grand, femme petite a été privilégié sur le long terme, c'est-à-dire le fait que c'est ce modèle-là qui a été érigé, qui a été préféré pour des raisons sociales, pour des raisons de normes, et que donc au fur et à mesure, et donc ça c'est des travaux qui ne peuvent se situer que sur le long terme de la succession des générations, c'est-à-dire que le nombre dans le pool génétique des populations occidentales, par exemple, le nombre de gènes des femmes grandes a diminué, et celui des hommes petits a diminué aussi parce qu'ils ont été moins préférés, parce que les hommes grands ont été préférés, donc il y a ce lien, cette boîte noire du lien entre génétique et sciences sociales que permet d'ouvrir des questionnements sur... Mais quand on ouvre cette boîte noire, est-ce qu'il reste dans la génétique quand même des différences naturelles?
Oui, c'est-à-dire que la question en fait des différences naturelles est une question qui est piégée au sens où elles sont sans cesse dotées immédiatement et continuellement de signification sociale et que le recul historique nous donne toujours, nous rend toujours perplexes sur ce que nos prédécesseurs ont considéré comme le territoire insubmersible du naturel, et même sur toutes les questions médicales, la longévité. Pourquoi les femmes vivent plus longtemps que les hommes? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer uniquement par la biologie. Et là, les travaux de sciences sociales sur les comportements, le rapport à la santé, les pratiques alimentaires différenciées des femmes et des hommes, le rapport au comportement à risque, le rapport au suicide, etc., montrent que cette longévité plus grande des femmes, qui d'ailleurs est par le rapprochement des comportements féminins et masculins est peut-être moins grande, de moins en moins grande, est aussi un sujet sur lequel les sciences sociales ont quelque chose à nous dire. D'accord, donc, mais il y a pas, donc pour le poser brutalement, pour voir si vous êtes vraiment fâché avec le pape François, il n'y a pas d'irréductible. Il n'y a pas de génétique, de naturel irréductible. Bah, si on prend les travaux même des médecins ou de la médecine ou de la génétique, on voit bien que les généticiens ils ne sont pas totalement d'accord sur ce qui fait un mâle et ce qui fait une femelle. Quand on sait que les chromosomes X et Y, on ne sait pas qu'est-ce qui différencie un chromosome X et Y, que c'est encore en train de chercher le facteur qui fait la différenciation sexuelle dans la conception, dans la production de l'embryon. Il y a l'embryon, à un moment, et tout est pareil, il est unisexué. Et c'est seulement à un certain moment, je crois la troisième ou sixième semaine, je ne m'en peux plus exactement, qu'il y a une différenciation entre mâle et femelle. Mais on est encore en train de découvrir ce facteur qui ferait cette différenciation sexuelle. Là, on est dans une... Et après, les possibilités de sexe, entre le sexe biologique, le sexe apparent, le sexe chromosomique, et les combinaisons qu'il peut y avoir sont effectivement très grandes. Donc, si on peut dire une chose, c'est qu'il n'y a pas que les hommes et les femmes, mais il y a au moins plusieurs sexes sur l'échelle, mais en tout cas, une complexification à défaut d'une indifférenciation. C'est-à-dire selon le critère qu'on prend. C'est-à-dire on sait qu'il y a des ovules et des spermatozoïdes, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, oui. On n'en est que là. Mais donc du coup, la théorie du genre a encore du boulot pour intégrer les manuels scolaires, parce que moi, c'est pas tout à fait ce dont je me souviens, en tout cas, de mes manuels scolaires. En tout cas, cette critique de la naturalité n'est pas, je dirais, la seule ligne constitutive des études de genre. Et en fait, quand bien même des choses sont indépassables, puisqu'on est des êtres vivants, qu'on appartient au règne du vivant, qu'on est des êtres mortels, qu'on a des organes, qu'on a des corps qui appartiennent. Voilà, donc évidemment, ce n'est pas une espèce de prométhéisme qui consiste à dire... mais peu importe, puisqu'au fond, c'est là aussi la dimension politique, c'est que quelle société veut-on et quelles sont les marges de manœuvre, y compris avec les contraintes qui sont celles de la condition humaine. C'est moi ce qui importe, c'est moi la différence entre les hommes et les femmes, mais c'est la signification qu'on met sur cette différence. C'est qu'est-ce que ça fait de différencier les hommes et les femmes en deux catégories distinctes. Quand on dit qu'il n'y a pas que les hommes et les femmes, mais il y a une plus grande diversité, ça veut dire qu'on essaye de montrer déjà sur le fait biologique que ce n'est pas tout à fait comme ça, qu'il y a beaucoup d'idéologie derrière le fait, en biologie même, dans les sciences dures, de fait de différencier aussi nettement les hommes et les femmes. Mais ça, c'est pour dire que même là, il y a un aspect idéologique qui joue dans les sciences dites dures. Donc, ils ne sont pas complètement extérieurs à toute pensée de la différenciation par genre. Ce qui importe, c'est de montrer, de dire, ce qui apporte politiquement les études de genre et les théories du genre, c'est de montrer que ce qu'on met derrière ou devant cette différenciation des hommes et les femmes, c'est une hiérarchisation entre les hommes et les femmes. C'est ce qui la visée politique, c'est de dépasser cette hiérarchisation-là et de dire, bon, il y a des différences, mais
qu'est-ce qu'on accorde à ces différences-là comme pouvoir de différenciation, de hiérarchisation, comme pouvoir des hommes sur les femmes. Ça, c'est ce que dérange peut-être le pape François plus que autre, en fait. Plus que le fait qu'on déconstruit. Parce que la déconstruction sert plutôt à montrer que ça va pas de soi et que ça peut aller différemment. C'est ça, Ouais. ce mot. Alors effectivement, là on est au cœur du sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de recherche neutre politiquement, mais que là on est sur un domaine, enfin des domaines, parce qu'on peut pas, il y a différents champs comme le montre l'encyclopédie, qui est particulièrement sensible, à la fois à l'intérieur de la société dans son ensemble, puisque ça quand même ça déconstruit, même si ça ne fait pas que ça, vraiment un sens commun. Qui est peut-être pas la meilleure chose du monde, mais qui est souvent la chose du monde la mieux partagée. Donc là, vous déconstruisez un sens commun, mais c'est quelque chose qui sépare, y compris, je dirais, les premiers concernés. C'est-à-dire qu'il y a plein de vos entrées, que ce soit pornographie, il y a plein de sujets, que ce soit la prostitution, ou au sein même des mouvements politiques qui portent aussi ces études de genre, parce que c'est porté à la fois scientifiquement et politiquement, il y a des immenses divisions. Comment est-ce qu'on fait une encyclopédie, alors certes critique, mais donc un objet de science, dans un champ aussi miné politiquement? Et comment est-ce qu'on fait pour... Évidemment qu'on est tous, quand on fait de la recherche, j'imagine, tributaires de ce qu'on pense et que la recherche nous informe politiquement et qu'on informe politiquement la recherche. Mais là, on a l'impression que c'est encore plus délicat que sur d'autres questions. Alors, une des consignes qu'on a données aux contributrices et contributeurs, c'était de partir vraiment des enquêtes qui ont été réalisées dans leurs champs respectifs, des enquêtes de sciences sociales, donc d'anthropologie, d'histoire, de sociologie, avec aussi, je le dis parce que c'est important, on a voulu contribuer à restituer une forme d'unité aux sciences sociales, puisqu'on est dans des univers disciplinaires très segmentés. Et le genre en tant qu'interdiscipline ou en tant qu'une importation partielle des studies, c'est-à-dire d'un champ qui est constitué autour d'un objet plus que d'une... Oui, on se dit que ça peut éclater la recherche, c'est voilà, ça? Ça fait partie des transversalités dans les sciences sociales qui permettent à des personnes, à partir d'un objet quelconque, pornographie, enfin, ce que vous venez de citer, d'aller chercher des travaux d'histoire, de sociologie, etc. Donc on a incité les auteurs à faire ça, même si chacun... C'est comme ça que c'est fait en France, appartient à sa discipline, donc à un privilège, accorde un privilège à sa discipline. Mais disons que le point commun, c'était de partir des enquêtes. Et c'est vrai que ce prisme, ce choix de partir des enquêtes, donc à partir d'archives, d'observations, d'entretiens, de données quantitatives, oblige à montrer la complexité des objets là que vous venez de prendre, c'est-à-dire par exemple du rapport à la pornographie. Est-ce qu'on peut penser la pornographie uniquement comme une érotisation de la domination masculine? Est-ce que la pornographie, ça ne parle pas aussi parfois d'une forme de capacité d'agir des femmes, de façon d'assumer la sexualité? Qu'est-ce qui se passe derrière la fabrication d'un film pornographique? Comment se structure le champ? Quelle est la trajectoire des femmes qui participent? Et est-ce que la pornographie parle que des rapports de genre, ou est-ce qu'elle ne parle pas aussi des rapports sociaux? Est-ce qu'il n'y a pas une érotisation des inégalités sociales? Par exemple, on sait que la bourgeoise et le plombier, etc. Donc ça parle du monde social et des inégalités professionnelles, de statut, etc. Donc, en fait, ouvrir le panel des enquêtes qui prennent par des biais différents un objet n'implique pas de ne pas prendre de position, mais de aussi confronter nos propres croyances, parfois militantes, à des enquêtes qui peuvent éventuellement nous donner des regards différents sur nos propres engagements. Gianfranco, sur cette articulation entre la science et la politique, il y a un moment où la notion de genre sort à la fois des labos et on va dire des mouvements assez minoritaires qui l'ont d'abord employée. Oui, mais parce qu'il faut le rappeler, la notion de genre vient d'une histoire du féminisme. Et le féminisme est un champ varié. Il a toujours été un champ varié, un champ de lutte interne aussi, de lutte à l'extérieur pour les droits
pour les droits des femmes, mais aussi une lutte interne entre différents féminismes. Donc, on le retrouve aussi dans le dictionnaire. Et chaque auteur a une vision politique féministe qui s'inscrit dans une certaine tradition du féminisme qui peut être privilégie plutôt une approche qu'une autre. Sur la prostitution comme sur d'autres questions. Évidemment, les auteurs qui ont écrit sur cette question ont une idée précise de ce qui devrait être politiquement la position sur la prostitution, par exemple, et plutôt qu'une autre. Mais la consigne a été, comme disait Juliette, de montrer au moins la variété des approches qui existent et de prendre au sérieux toutes les approches. Par exemple, sur la prostitution, la notice de prostitution montre bien qu'il y a des approches abolitionnistes et qui n'est pas l'approche de l'autrice qui a écrit la notice, mais elle a fait l'effort de montrer les arguments de cette position politique en montrant quels étaient les tenants et les aboutissants d'une approche abolitionniste. Après, Clyde Plomézil, qui a écrit la notice, a une vision politique sur la question qui est différente d'une approche abolitionniste. Mais la consigne était effectivement de montrer la variété, la complexité de ce qui existe dans les études de genre et dans les féminismes en fait. C'est une encyclopédie critique du genre. Est-ce que c'est aussi du coup une approche un peu critique du sentiment qu'on a pu avoir, c'est-à-dire que les études de genre et la notion se sont constituées en réaction au déni de ces questions de genre dans beaucoup de sciences sociales, mais ensuite on a pu dire qu'à force de vouloir avoir cette focale-là, qui avait été longtemps négligée, oubliée, finalement, peut-être qu'une partie de ces études de genre avait oublié les autres processus de domination, que ce soit des dominations raciales, dominations de classe, c'était un petit peu communautarisé. On a souvent entendu ça. Est-ce que dans l'idée d'une encyclopédie critique, c'est aussi la critique d'un certain enfermement des études de genre ? Je ne sais pas si cette critique est légitime. En tout cas, elle fait partie des critiques que des chercheurs et des chercheuses eux-mêmes travaillant sur le genre ont fait. Oui, parce que pour préciser, ça vient quand même souvent du monde occidental blanc, à l'origine des études de genre. C'est-à-dire, évidemment, le fait que ce terme se soit imposé vient de la puissance de frappe du monde universitaire états-unien et qui ensuite s'est imposé dans des universités d'un peu partout, de l'Est de l'Europe à l'extrême Asie. En tout cas, un des fils conducteurs aussi de cet ouvrage, c'est effectivement de ne jamais prendre le genre comme une catégorie d'analyse isolée des rapports sociaux. Et c'est pour ça que le sous-titre que vous avez rappelé au début, qui est en quatrième de couverture, Corps, sexualité et rapports sociaux. Sexualité et rapports sociaux, qui nous paraissent un peu trois éléments structurants de ces différents articles, c'est donc d'appréhender le genre non pas comme une catégorie isolée, mais comme indissociable d'autres rapports de pouvoir et d'autres rapports sociaux. Alors le triptyque race, sexe, classe, race, sexe est devenu un peu dans les sciences sociales familier à n'importe quel chercheur ou chercheuse qui s'intéresse au genre. Mais au-delà de l'interdépendance entre ces trois catégories, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la domination masculine dans l'absolu sans l'articuler à des rapports de classe, hein, c'est-à-dire qu'une femme de classe dominante, diplômée, qui appartient aux élites, n'est pas dominée de façon unilatérale par un homme de classe populaire, ce serait complètement absurde de raisonner ainsi. Et donc, penser l'articulation, la multidimensionnalité des rapports de domination est quelque chose qui n'est pas seulement un programme politique, mais qui
aussi traverse les enquêtes, c'est-à-dire comment concrètement on fait pour travailler l'appartenance de genre, de classe, de statut dans les enquêtes, mais qui s'est aussi élargi, et c'est ça qu'on a voulu rendre visible, à d'autres éléments d'appartenance qui étaient rendus, qui n'étaient pas vus comme des éléments d'appartenance, comme l'âge, les inégalités liées à l'âge, la santé, qu'est-ce que c'est en quoi être valide, être quelqu'un de valide, appartenir à la majorité valide, c'est un privilège, la blanchité. Donc, alors, c'est aussi un autre fil, c'est-à-dire penser... Mais c'est un peu infini là, non, du coup? Infini, pourquoi pas infini, mais en fait, c'est pas arbitraire au sens où ce qui définit des appartenances qui sont des enjeux, c'est aussi les luttes qui les pointent. C'est-à-dire que les mouvements de dénonciation de la situation des personnes qui sont en situation de handicap, la question de la race, la question du statut sont des enjeux de lutte concrètes avec des mouvements organisés. Donc c'est aussi ce dialogue et cette pression qui est faite de la part de lutte collective pour problématiser politiquement et avec les sciences sociales des enjeux qui créent des asymétries entre les personnes. Et l'appartenance géopolitique, qu'est-ce que c'est être occidental par exemple, est quelque chose, on en a parlé sur l'entrée mondialisation, qui a été beaucoup travaillé par les études de genre. Mais alors concrètement, et pour s'acheminer vers la fin de cette émission, vous par exemple, comment est-ce que tout ça a fonctionné sur votre champ de recherche, qui était les masculinités au Maroc? Parce qu'on pourrait aussi dire que d'une certaine manière, une étude de sciences sociales bien faite, de micro-histoire ou de micro-sociologie, bien avant que n'existent les études de genre, parlait de tout ça, parlait de domination, de race, de sexe, de classe. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette armature théorique pour étudier tel ou tel champ de recherche, par exemple comme le vôtre? Bon, pour rebondir juste sur ce que disait Juliette, je pense que c'est aussi la question et qu'on a choisi ce terme critique du genre parce qu'effectivement, dans les dernières années, le terme genre a recouvert un peu, de façon peu critique, justement, ce qu'elles étaient les études un peu sur les femmes. Donc nous, on a voulu exactement ouvrir ce champ et montrer que les études de genre ne parlaient pas que des femmes, mais ça parlait d'un rapport social concret. Dans mon cas précis, moi je travaille sur les masculinités par exemple, donc je ne travaille pas directement sur les femmes, mais je travaille sur le rapport homme-femme toujours, donc je travaille sur les rapports de genre, mais je me concentre par exemple sur la construction sociale de la masculinité au Maroc. J'ai fait une thèse sur cela, et dans ma thèse par exemple, j'ai articulé cette question de la masculinité avec celle des relations sexuelles entre hommes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait d'avoir des relations sexuelles entre hommes à la construction de la masculinité au Maroc et surtout dans les classes populaires au Maroc. Donc vous voyez, classe populaire, masculinité, rapports sociaux de genre, mais aussi rapports de sexualité. Tout ça, ça m'a servi pour articuler un discours qui pouvait avoir une approche critique à la question du genre. Ce n'est pas juste les rapports en général entre les hommes et les femmes, c'est le rapport entre les hommes et les femmes et la construction de la masculinité dans les classes populaires, pour des hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. Donc qu'est-ce que ça fait la sexualité au genre? Qu'est-ce que ça fait le genre à la sexualité? Qu'est-ce que ça fait la classe au genre et à la sexualité? Qu'est-ce que les différences, par exemple, d'une construction et de la signification de certains rapports sexuels, par exemple, entre hommes au Maroc, dans une classe populaire, plutôt que dans des classes aisées, dans les classes des élites? Quelle est la signification? On parle d'homosexualité, on ne parle pas d'homosexualité. Ça, selon les classes sociales, tout ça, c'est des questions qui se posent, par exemple, sur mon terrain de recherche au Maroc. Et sur cette question, est-ce qu'il n'y avait pas déjà, finalement, avant que n'existent les cadres théoriques des études de genre, beaucoup d'études de genre?
Alors, sur votre question oui, précédente, au fond, pourquoi il faut être dans les études de genre pour articuler les différences appartenances sociales des personnes? Heureusement, non. Chaque chercheur rencontre ce problème a priori sur quel que soit son objet en travaillant sur un groupe social quelconque. Simplement, si on a fait une telle place à cette question, c'est parce qu'elle s'est posée et elle a été particulièrement théorisée dans l'histoire des études de genre et dans les mouvements féministes militants, que ce soit du côté des africaines américaines qui ont montré comment elles n'étaient pas représentées par les problématiques, les types de revendications féministes qui se présentaient comme universelles et non pas multiverselles, mais qui se présentaient comme universelles, mais qui concernaient quand même une certaine tranche de la population féminine blanche états-unienne, et que elles, par leur position sociale, elles n'étaient pas assignées à la même place de femmes au foyer fragiles que dénoncer par exemple les femmes blanches, parce que c'est pas comme ça que des femmes noires étaient discriminées aux États-Unis. Donc il y a d'abord une question militante qui a été posée, c'est celle de la représentation dans les mouvements de lutte, et puis celle de la représentation dans la théorie sociale et dans le champ de recherche. Et donc le mot qu'on n'a pas prononcé parce qu'il est déjà presque un peu galvaudé en sciences sociales, qui est celui d'intersectionnalité, c'est-à-dire cette articulation entre différentes dimensions des rapports sociaux, et a été particulièrement théorisé par des penseuses féministes et ensuite travaillé dans les études de genre. C'est pour ça qu'on a fait une telle place. Évidemment, il y a d'autres concepts, il y a d'autres façons de poser la question dans l'ensemble des sciences sociales, et qui ne sont pas le monopole des études de genre. Et juste pour conclure, quiconque ouvrira donc cette encyclopédie critique du genre ne retrouvera pas tout à fait ses cours de biologie de collège, mais ne retrouvera pas forcément tous ses cours d'orthographe non plus. Le genre se niche partout, on peut un peu tiquer sur certains emplois. Qu'est-ce que ça a signifié pour vous d'employer un langage non sexiste ? Là aussi, ça montre le dialogue et la perméabilité entre... C'est-à-dire, pour le dire franchement, vous ne respectez pas toutes les règles grammaticales ou d'orthographe qu'on apprend dans le Becherel. Oui, alors, enfin, on a essayé d'aller contre cette règle qui a quelques siècles, mais qui n'a pas été consubstantielle à la constitution du français, que le masculin l'emporte sur le féminin. Malheureusement, parce que ce n'est pas une pratique qui a été vraiment diffusée au sein de la découverte, on n'a pas pu appliquer la règle de proximité, qui est une règle qui a existé longtemps en français, qui est qu'on accorde... par exemple, participe passé avec le mot le plus proche, qu'il soit féminin ou masculin, et ça simplifierait beaucoup les choses. Et d'ailleurs, spontanément, les gens, quand ils écrivent et qu'il y a le mot féminin après, le mot masculin d'abord, ça quand même les gêne d'accorder au masculin parfois, donc on retourne la phrase autrement. Donc on a bricolé des choses collectivement. Il y a le point médian, et point ES pour désigner la mixité des acteurs sociaux. Voilà, des hommes et des femmes sont venus, .e.s, qui en fait nous choque pour autant que c'est inhabituel, mais d'expérience, moi, ça devient de plus en plus... c'est vraiment une question de jouer le jeu, de diffuser ces habitudes, parce que ce qu'on a vu par exemple avec des règles qui ont été imposées après de longs débats depuis les années 90 sur la féminisation des noms de titres et de métiers, il y avait un sentiment de grande perplexité au départ. Une ministre, ça sonne vraiment mal. Moi, j'ai travaillé sur les débats du début du XXe siècle. On disait qu'il n'y avait rien de plus laid que le mot « une avocate ». En fait, aujourd'hui, dire un avocat pour une femme ou un ministre pour une femme nous semblerait légèrement ridicule. Donc, il y a vraiment... on naturalise la langue, mais en même temps, on la renaturalise vite. D'accord. Bon, je vais essayer de faire une des annonces non sexistes en remerciant Juliette Rennes, maîtresse de conférence, et Gianfranco Rebuccini, anthropologue, ça va, ça. Merci beaucoup à tous les deux. L'encyclopédie critique du genre, c'est paru aux éditions La Découverte, et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain débat. Merci beaucoup. Merci. Merci.